Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute du journal parlé. Voici les titres. Visite d'une délégation de la CEDEAO depuis quelques heures dans les institutions impliquées dans l'organisation des élections du dimanche dernier au Bénin. Les précisions sont à suivre tout de suite. Note politique dans cette session informative, nous nous intéressons au partage des sièges pour le Parlement et au sein des conseils communaux. Restez avec nous pour en savoir davantage. Et puis note éducative à présent, à partir du lundi prochain, les apprenants des établissements publics vont entamer la composition des deuxièmes devoirs du premier semestre. Vous aurez plus de précisions dans le développement. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la revue de presse en fin d'édition. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Je venais de l'annoncer il y a quelques instants, chapitre politique dans ce journal. Une délégation de la CEDEAO entendait. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sillonne depuis quelques heures les institutions impliquées dans l'organisation des élections législatives et communales du 11 janvier dernier. La délégation a été tout d'abord reçue par le président de l'ARAC. Au menu des échanges, les dispositions prises pour les élections apaisées au Bénin. Suivez la réaction de Abdel Fattah Moussa. Il est le chef de la mission de la CEDEAO. Pour écouter ce que Monsieur le Président et son équipe de l'ARAC sont en train de faire dans ce contexte. Et nous avons retenu des éléments très clés. Le contrôle du paysage médiatique dans ce pays, c'est très important et c'est quelque chose qui peut mener à un scrutin apaisé et crédible dans ce pays. Par exemple, la HAC a organisé les débats, mais ce n'est pas n'importe quel débat. C'est les débats structurés, les débats basés sur des thèmes, des thématiques, pour que les candidats, les partis politiques viennent échanger avec l'électorat, la population, leur vision, au lieu de venir dire n'importe quoi, sans programme. Je crois que c'est quelque chose qui est très important dans ce pays. Dans cette même lancée, les déclarations des observateurs électoraux s'enchaînent. Ainsi, le réseau panafricain des observateurs et de défenseurs des droits de l'homme sont allés dans la même direction. Occasion pour le réseau d'apprécier l'ensemble de l'organisation du scrutin au Bénin, du début jusqu'au dépouillement des bulletins. Suivez pour plus de détails les propos du porte-parole de la mission d'observation des experts électoraux de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Cyril Ndigang Ntsasep, et les propos du responsable du réseau panafricain des observateurs des droits de l'homme, Maître Bertin Amegan. La mission se félicite du climat de paix et de confiance qui a prévalu, consolidant ainsi les acquis démocratiques du Bénin, souvent cités en exemple dans la sous-région et sur l'Afrique tout entière. Ce qui nous a beaucoup enthousiasmé, c'est cette innovation dans le processus de vote, c'est-à-dire le vote public. Les urnes et l'isoloir sont placés, je dirais, pour ne pas exagérer, à ciel ouvert. Tout le monde voit ce qui se passe. Et il est difficile de parler de fond. Nous devons essayer de copter cela chez nos frères béninois pour l'importer dans d'autres pays de la sous-région. Rappelons que ces propos ont été recueillis sur la chaîne nationale. Fini les élections législatives et communales du 11 janvier 2026. Place maintenant au calcul conformément aux tests en vigueur. Comment se font les partages de sièges pour le Parlement et au sein des conseils communaux? Cela reste le grand débat de l'heure, aussi bien dans les états-majors des partis politiques que dans l'opinion publique. À la rédaction de Sota FM, le sujet est disséqué par un acteur de la société civile. Rigobert Ogani, président de Social Watch, explique la question à travers cet élément que nous propose Fawziat Simé.
Les Béninois ont voté pour élire leurs représentants au Parlement. Place désormais à la compilation des résultats, au calcul des suffrages par parti politique et surtout à la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. La clé de cette répartition est la règle de la plus forte moyenne. Elle est peu connue des électeurs et même de certains élus. Cette règle qui pourtant joue un rôle crucial dans l'attribution des sièges au Parlement. Rigobert Urugani, président du réseau social Wash Bénin. Cette méthode est utilisée pour attribuer les sièges restants après une première répartition au quotient électoral. Il faut dire que le quotient électoral, c'est les suffrages exprimés divisés par le nombre de sièges à pourvoir. Donc cette méthode permet de garantir une certaine équité entre les partis qui sont en liste. Si l'on se réfère à l'article 146 du Code électoral qui impose un seuil de performance territoriale assez élevé pour l'accès au Parlement, aucun parti politique ne peut prétendre à un siège s'il n'a atteint 20% des suffrages exprimés dans les 24 circonscriptions électorales. Ici, il faut avoir un seuil de 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Et ça, c'est le législateur qui a voulu ça comme ça, c'est la loi. Donc, il faut que tous les partis s'y conforment et que les partis disposent de ces 20% dans chaque circonscription électorale. Ainsi, ces partis pourront être éligibles à l'attribution des sièges. Face à une telle exigence, comment fonctionne la règle de la plus forte moyenne? Partons du fait que 109 députés doivent provenir des 24 circonscriptions électorales pour siéger à l'Assemblée nationale. Parmi ces élus, 85 sièges seront directement attribués selon le poids démographique et administratif de chaque circonscription. Les sièges restants seront répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Cette règle permet ainsi d'affiner la représentation des listes ayant franchi le seuil minimal requis. Elle consiste concrètement à diviser le total des voix de chaque liste éligible par une série de diviseurs selon le cas, soit par 1, 2 ou 3, etc., avant d'attribuer successivement les sièges dont les moyennes sont les plus élevées jusqu'à épuisement des postes. Ce système favorise ainsi les partis les mieux implantés, limite l'accès des listes les moins performantes, même si elles dépassent le seuil. Rigobert Urugani, président du réseau social Wash Bénin. Les citoyens peuvent opérer leur choix sur un candidat dans une localité donnée et suivant la circonscription électorale de ce candidat, il peut être élu dans sa circonscription, mais parce que son parti n'a pas obtenu les 20% dans toutes les 24 circonscriptions électorales, ça veut dire que lui, il a échoué. Pour le grand public, la logique est certainement compliquée. C'est pourquoi il peut sembler utile de préciser par exemple que deux partis au suffrage exprimé assez proches peuvent recevoir un nombre différent de députés selon les moyennes calculées. En définitive, cette règle de base en matière de répartition des sièges du Parlement est destinée à consolider les forces politiques dominantes. Sa maîtrise permet de mieux appréhender les rapports de force et les équilibres au sein du Parlement. Merci à vous, Fawziatou Simé. Et note éducative à Malanville, le compte à rebours est lancé. Le deuxième devoir surveillé du premier semestre se tiendra le lundi 19 janvier 2026 dans les établissements secondaires de la commune. Selon le premier responsable du CEG Malanville, il s'agira d'un devoir communal. Les préparatifs évoluent normalement malgré quelques difficultés liées à la multiplication des épreuves. Du côté des apprenants, la sérénité est de mise. Ils se disent prêts à affronter les compositions. Suivez les explications du directeur du CEG1 Malanville, Ouomnou Tama Bedari.
des préparatifs des devoirs. Disons d'abord merci aux AE qui ont tous déposé les épreuves. Vous savez que nous faisons désormais des devoirs communaux. Hier, un clin d'œil à nos voisins. Wolo est déjà pratiquement prêt. Guinée est venu chercher les épreuves. C'est-à-dire, pas matière quoi. C'est pas la multiplication. Chaque établissement est chargé de la multiplication. Mais les épreuves sont les mêmes. Vous allez le lundi 19, communication écrite en 6e au CG Wolo, c'est la même chose. Guinée, c'est la même chose. Et Tumbutu, c'est la même chose. Madekali, Garou, c'est la même chose. Ce seraient les mêmes épreuves. Les difficultés qu'on a souvent, c'est au niveau de la multiplication. Au premier devoir, les machines nous ont lâchés. Nous nous sommes débrouillés quand même. On a pu finir. On a commencé très tôt cette fois-ci, mais les machines nous ont encore lâchés. Nous venons de prendre une nouvelle imprimante. C'est avec ça que nous sommes en train de nous débrouiller en attendant la révision, que quelqu'un puisse venir de Kandi pour nous revoir encore les mêmes appareils, pour nous permettre d'assurer la multiplication. Quant aux apprenants, je pense qu'ils sont prêts. Parce que les devraient avoir lieu le 12. Et comme vous le savez bien, les journées du jeudi 8 et du vendredi 9 ont été fériées. Si vous êtes un professeur d'histoire géo par exemple, c'est une séance par semaine. Si c'est jeudi, ça veut dire au retour des congés, ils n'ont pas eu la chance de rencontrer ces apprenants. Nous nous sommes adressés à la direction, nous ont écouté, ils ont reporté les devoirs pour le 19. Il y a eu aussi les élections. Donc le lundi matin, il y a eu un petit flottement. Donc tout ça là, ça nous a permis de nous préparer mieux. Comme c'est le 19, nous serons prêts. Par ailleurs, le directeur déplore l'absence répétée de certains apprenants, notamment de candidats pourtant reconnus pour leur bonne performance. Il exhorte plutôt donc les parents à jouer pleinement leur rôle en assurant le suivi et l'encadrement de leurs enfants afin de garantir leur présence et leur réussite scolaire. Extrait du directeur du CG1, Ouomono Tama Benari. Les absences dans les classes d'examen, c'est ça qui me fait peur. C'est pour cela que nous parlons de dossier. Sinon le 8 là, on était prêt, on devait être prêt pour aller déposer pour le 8 au niveau du bac. Heureusement qu'on nous a encore dit 19. Il y a des enfants jusqu'à l'heure où nous ne sont pas venus pour qu'on leur fasse photo. Il faut aller dans les maisons pour faire sortir, que les parents nous aident pour qu'ils viennent au cours. Une fois qu'ils sont présents, ils pourront nous juger à la fin de l'année. Mais comment faire réussir un apprenant, un candidat qui ne vient pas au cours? Il n'y a pas de magie. J'ai posé la question l'année passée aux inspecteurs. Ils ont dit, que pouvez-vous faire, directeur, si vous avez un malade qui refuse d'aller à l'hôpital? C'est la situation que nous avons. L'avenir de Malanville dépendra de ces enfants-là. Que les parents nous aident à ce qu'ils viennent. S'ils viennent, demain ils peuvent nous demander des comptes. Mais s'ils ne viennent pas, nous n'avons pas la possibilité de faire réussir un enfant qui ne vient pas. Ceux qui viennent, nous allons nous battre. Il y a des situations où vous allez dans une salle de classe, vous voyez 8 présents sur 34. Et c'est une classe d'examen. Quelle est la magie que l'enseignant va faire pour faire réussir sur 34 les 26 qui sont restés à la maison? Et ce n'est pas occasionnellement. Ça se répète. Sinon, les enfants sont intelligents. Ça, là, il faut reconnaître ça. Si on dit que l'enfant de Malanville n'est pas intelligent, c'est un mensonge. Ils sont intelligents. Mais l'intelligence se développe. Venez. Une fois que vous allez acquérir, vous aurez l'occasion de développer ce que vous avez acquis. Mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ceux qui viennent, nous allons travailler avec eux. Nous sommes en train de mettre des mécanismes au point. Et je crois que le directeur départemental a promis de nous soutenir. Oui, les absentéistes ne composeront pas. Ce que les tests disent à l'heure où nous sommes, ça ne fait que favoriser les enfants. Malgré les efforts déployés par l'administration, le directeur prévient que si les absences persistent, certains apprenants pourraient être exclus des examens de fin d'année. Une situation qu'il souhaite éviter, d'où son appel pressant aux parents à renforcer l'accompagnement et le suivi rigoureux de leurs enfants tout le long de l'année scolaire. On écoute Ouomono Tamavedari. Le TDF a dit que lui, il est prêt. L'année passée, il a empêché d'aller composer. Les parents sont venus se plaindre. C'est au niveau de la carte. Quand les directeurs refusent de leur remettre leur carte pour aller composer, c'est ensuite que les parents se présentent. Mais au moment où ils sont absents, ils ne se posent pas de questions. Les enseignants sont disponibles. Mais dans le lot, il y en a qui veulent travailler, qui ont la volonté. J'ai une classe de 3e ici. Une fois qu'ils ont leur livre, ils viennent vers moi rapidement. Voici en français, les différents thèmes sont là. Pour le bac, vous prenez la politique, tout. Mon précis de thématique. Tout ce qu'on va demander au bac, c'est là. 31 thèmes. Sur 31 thèmes, vous traitez tout ça là, vous êtes sûr de tomber au moins sur un thème au bac. Les parents doivent nous aider pour la présence. Si nous avons pu ce qu'on avait programmé, l'homme propos Dieu dispose, on n'a pas pu faire, c'est bientôt réunir les parents des candidats en dehors du bureau APE, nous entretenir avec eux, voir comment on va faire pour trouver des moyens pour pouvoir les renforcer. Maintenant, si on commande les renforcements, il faut que les parents puissent suivre, qu'ils viennent. S'ils ne viennent pas, aucune personne n'a les moyens de faire réussir quelqu'un qui ne vient pas au cours. C'est difficile. On a essayé aussi déjà le point des premiers devoirs dans 2 classes seulement, où nous avons eu 14% en 3e B. Ça veut dire que sur les premiers devoirs,
devoir était le BPC. Sur 100, c'est 14 qui allaient réussir. En troisième C, ils ont donné 26. Comparaison n'est pas raison, alors qu'à Wolo, la dernière classe a donné 35%. Ce qui veut dire si on doit comparer, nous sommes très en retard par rapport à cela. Nous allons continuer le travail. Si on a le temps, on va mettre ça dans le forum des parents. Ils vont voir. C'est 9 qu'il leur faut pour être admissible, que ce soit au BPC ou bien au bas. Ça veut dire qu'un candidat peut ne pas avoir 10. Il peut avoir 9 dans toutes les matières, il est admissible. Mesdames et messieurs, à présent, nous prenons une coup de pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Oui, progressivement, l'Harmattan s'est installé dans la partie septentrionale du Bénin, caractérisée par une température basse et un vent sec. Cette période succède à la période des pluies et déjà les populations de Malanville vivent cette période. Comment ils prennent part à cette période de froid et quelques citoyens rencontrés par une équipe de la rédaction de Sota FM se sont confiés à nous. Suivez-les. La période de l'Harmattan a déjà commencé à Malanville. Ça fait quelques semaines. Quand ça devient chaud là, à l'école, on porte des pullovers sur les kaki pour venir. Le professeur accepte ça. Avant de venir à l'école, je me lave avec l'eau chaude d'abord, avant de venir. Et après, je porte mon pullover pour venir à l'école. Les surveillants nous autorisent à porter le pullover pour lutter contre l'Harmattan. Si on se lève le matin, avant de venir à l'école, il faut qu'on casse la laver avec l'eau chaude, porter des pullovers. Mais chez nous à l'école, ici, le professeur refuse qu'on porte les pullovers en haut des kaki. Il faut qu'on ait quand même des pullovers en bas avant de mettre kaki dessus. La période des Harmattan est commencée ici à Malanville. Le matin, si je me lève, je vais me laver avec l'eau chaude et je vais porter pullover pour venir à l'école. Porter les gants avec les chaussettes, avec crème pour lutter contre l'Harmattan. Parce qu'il fait trop froid à Malanville, quoi. La période d'Harmattan a commencé à Malanville. Avant de venir à l'école, je me lave avec de l'eau chaude. Je passe pommade, je porte mon kaki, je porte le pullover. La période d'Harmattan est faite non seulement de fraîcheur mais aussi de poussière. Cela expose la population à des risques de certaines maladies telles que le prévient ce médecin pneumologue. C'est une période plus en avance. La pneumopathie, c'est une maladie. Les microbes attaquent les poumons en même temps. Donc ça fait que les enfants ont toujours la difficulté respiratoire. Les enfants respirent, vous allez voir les nez aussi battent. Donc c'est une anomalie. Quand on regarde leur côte, il y a des tirages des côtes. Donc ça aussi c'est une pathologie. Ces maladies sont souvent dues dans cette tête et autres. Non, interview accordée à la rédaction de Sota FM sous anonymat, le médecin spécialiste des maladies pulmonaires et de l'appareil respiratoire de l'homme invite la population à éviter certains comportements et activités en cette période pour se mettre à l'abri des maladies courantes en période d'Harmattan. On l'écoute. Chez les adultes ou bien comme chez les enfants aussi, il y a les personnes asthmatiques. Les personnes asthmatiques, ce sont des gens qui sont toujours allergiques à la poussière. Et voilà, la période est là. Éviter la poussière, éviter les odeurs, la pollution de l'air aussi, ça les dérange. Les adultes, déjà qu'on porte les cache-nez, ça va déjà. On peut aussi porter les pullovers. S'il peut porter les pullovers, se protéger davantage aussi, ça les fera du bien. La sinusite aussi, c'est dur. C'est dans cette période, la sinusite devient encore plus grave chez certaines personnes. Ce qu'on doit rappeler aux populations, c'est d'éviter surtout d'éviter des voyages à longue période, c'est-à-dire à longue durée sur moto par exemple. Prenons l'exemple, prenons la moto d'ici Djougou, c'est déjà à une longue distance. Tout faire surtout pour conserver l'état de santé en respectant ce que le médecin devait dire. Une fois que vous avez contacté l'une des pathologies, votre réflexe c'est de venir d'abord à l'hôpital. En cette période, certaines couches de la population sont plus vulnérables. C'est le cas des enfants. C'est pourquoi un enseignant mise sur la protection des écoliers par les parents d'élèves. Suivez les conseils de Marius, il est enseignant. Il y a ce vent sec là qui vient à partir du mois de novembre et jusqu'en février pratiquement, et qu'on appelle l'Harmattan. On ne manque pas de rappeler ça aux enfants d'avoir même au drapeau afin qu'ils puissent se protéger contre le froid en portant leur pullover surtout les matins pour qu'ils ne soient pas trop dérangés avec ce vent sec là. Par rapport à nos salles de classe, donc nous demandons aux enseignants qui sont là de chaque fois rappeler ça aux enfants pour que les enfants ne soient pas trop exposés aux intempéries afin de leur éviter des problèmes de santé et autres. Si on a un appel à faire à l'endroit des parents, c'est de pouvoir prendre les dispositions pour que les enfants soient toujours protégés contre ce froid-là, en leur permettant d'avoir des pullovers, des chaussettes bien habillées et le soir, les laver les soirs
les matins, les protéger avec des tenues bien faites de pullover, s'il faut même de crêpes, ça leur permettra vraiment d'éviter d'attraper des grippes pendant cette période d'harmattan. Ce vent peut créer beaucoup de maladies, surtout le rhume, la toux et aussi le froid. Parce que la température descend au-dessus de la normale. Il fait tellement frais et les enfants ont un organisme très fragile. Donc il va falloir les protéger pour que leur corps puisse surmonter ces difficultés-là. Dernier volet de l'information, nous parlons insécurité. Depuis quelque temps, dans la recrudescence des cas de vol à Malanville inquiète de plus en plus la population. Des maisons sont cambriolées et des biens emportés sans que les auteurs ne soient immédiatement retrouvés. Suivez ici un citoyen malanvillois qui dénonce la situation. Dans la commune de Malanville, depuis la fermeture de la frontière, bientôt 3 ans, et la baisse de la monnaie Naira, la monnaie du Nigeria, nous avions remarqué que Malanville est devenu un grand bateau de pêche où des jeunes se sont déplacés massivement pour venir s'installer dans cette commune. Ces jeunes-là se baladent à tort et à travers, sans aucun but précis. Dans la nuit, c'est dans chaque quartier qu'ils rentrent, dans des maisons d'autrui avec des torches éclairantes. Ils montent sur leur clôture et ils contrôlent leur cours. Lorsqu'ils voient que il a un objet de valeur, ils sautent la clôture et ils ouvrent leur portail. Ils volent l'objet. J'ai une sœur, ils sont rentrés chez elle dans la nuit et cassé sa boutique. Ce qui est encore plus grave, les boîtes de conserve qu'elles vendent, telles que tomates, sardines, le lait, ils ont tout rangé pour vider la femme et emporter. Aussi, lorsque certains musulmans vont à la prière à l'aube, ils sont là, ils se collent au mur, ils les guettent. Quand ils mettent ses 2 pieds dans la mosquée finie, le portail est déjà ouvert, c'est rabattu. Il rentre dedans, il pousse sa porte, il a la clé passe-partout dans sa poche, il ouvre le cou de la moto et il traîne ça doucement pour faire sortir un peu loin de la maison. Avant de démarrer, cela ne se retrouve plus. Les vols de portables, des androïdes, c'est trop dans la commune de Malanville. Ils ne vendent plus ça dans la commune. Ils amènent ça vers Gaïa. Puisqu'ils ne peuvent pas amener ça au Nigeria. Le Naira ne les profite pas. Et face à la recrudescence des cas de vol, il urge que les autorités de la commune de Malanville prennent des dispositions. Toutefois, les actions de la police républicaine sont saluées par certains citoyens. Écoutons ce citoyen malanvillois. Ce grand mauvais comportement déviant est fréquent dans la commune de Malanville chaque nuit. Nous interpellons la police républicaine d'abord à ceux qui se réunissent et voient dans quelle mesure ils vont enseigner tous les délégués de chaque quartier de Malanville. Les délégués aussi sont des autorités. Ils sont responsables de leur quartier. Ils vont voir les jeunes de chaque quartier pour pouvoir voir comment ils vont faire pour la patrouille au beau milieu de la nuit. C'est comme ça qu'on peut réussir cette sécurité-là. Parce que la police républicaine fait toujours de son mieux. Mais Malanville est toujours resté sans route praticable. Et cela dégrade aussi leur santé après la patrouille. Nous interpellons aussi les dirigeants de la localité en place. Et aussi le tribunal de première instance de la commune de Malanville à ceux qui se réunissent. Pour voir surtout dans quelle grande mesure ils vont enseigner. Ils n'ont qu'à étudier ce que j'ai dit. Si ça ne va pas, ils peuvent aussi prendre leurs précautions pour qu'on puisse les arrêter. Chacun est responsable pour ce nouveau développement-là. Mesdames, Messieurs, à présent, je vous invite à suivre la revue de presse de Lukman Olukewu. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce mercredi, plusieurs journaux décryptent la presse scrutin du 11 janvier. D'entrée, Matin Libre analyse le taux de participation, tout comme le Patriote. Les élections communales et législatives du 11 janvier 2026, outre les irrégularités signalées ça et là, sont marquées par un fort taux de boycott introduit Matin Libre. En attendant les chiffres de la Commission électorale nationale autonome Sénat qui viendront certainement confirmer ces observations, le journal note sur le terrain que les Béninois perdent de plus en plus l'habitude des urnes. Du nord au sud, on a enregistré un taux criard d'abstentéisme, soutient mon confrère épaulé par le Patriote qui confirme le faible taux de participation aux élections. Les 5 élections organisées sous le régime dit de la rupture ont très peu motivé les électeurs, écrit le Patriote.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce désintéressement progressif des électeurs, relève le paraquat pour lequel, depuis 2019, les scrutins successifs se sont déroulés dans un contexte qualifié par une partie de l'opinion d'exclusif, marqué par l'absence ou la marginalisation des forces politiques majeures. Cette année encore, la non-participation du principal parti d'opposition, les démocrates, à certaines élections clés combinées à sa fragilisation sur l'échiquier politique, a contribué, selon le journal, à installer un sentiment de vote sans réel enjeu. À cela s'ajoute la lassitude électorale, la perte de confiance dans l'efficacité du vote et le sentiment chez certains citoyens que le choix n'influence plus réellement les orientations politiques du pays. Analyse mon confrère qui conclut que ce cocktail laisse un goût amer dans un pays qui fut longtemps cité comme un modèle de vitalité démocratique en Afrique de l'Ouest. Le patriote n'en dira pas le contraire lorsque le journal fonde ce désintéressement sur des raisons juridico-politiques et sociales. L'opposition a été exclue de plusieurs scrutins, donnant la possibilité aux partis de la mouvance de jouer à chaque échéance des matchs amicaux au terme desquels les points et bénéfices se partagent. En tout cas, globalement, on peut dire que les élections du 11 janvier se sont bien déroulées, réagit le secrétaire général de la COSI Bénin, cité par le matinal. Dans un entretien accordé au journal, le syndicaliste estime que dans l'ensemble, il n'y a pas eu un grand dérapage parce que les élections se sont déroulées dans une ambiance de paix où chaque électeur qui le désire a pu se rendre librement dans son bureau de vote pour exprimer son suffrage. Par contre, rapporte le pays émergent, le parti Les Démocrates relève des irrégularités sur toute l'étendue du territoire national. La même information est traitée par le Patriote qui revient sur la conférence de presse tenue hier mardi 13 janvier à leur siège à Cotonou que les démocrates dénoncent des bourrages et honteux des urnes. De toute façon, les résultats des législatives seront connus jeudi au plus tard, annonce le président de la Cour constitutionnelle, rapporté par le Chasseur Info. Et Matin Libre attend les grandes tendances de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour cette matinée. En attendant donc, pour sa part, le Soleil Bénin Info caricature les législatives et croit savoir que Talon a dompté Yahi. L'avenir politique du parti Les Démocrates est en pointillé, prédit la publication. Sans commentaire dans les dernières secondes, en filigrane, le matinal rapporte en manchette qu'à Natitengu, les occupants du site orifère de Kousigou Montagne sont invités à libérer les lieux. Pendant ce temps, Fraternité se réjouit de la reprise annoncée de la production pétrolière au Bénin. L'or noir pour booster l'économie, jubile le canard. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette session informative. À la présentation, je suis Dokas Orisha. Mise en onde, Aboubakar Doko à l'édition, Ousmane Tinouala. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à chacun et à tous. C'était Souta Midi Magazine.